Esta prolongada actividad que hemos tenido a lo largo de la semana, empezamos el martes y tuvo esto tuvo esto de interesante el hecho de que se hayan cruzado muchas prácticas y muchas voces en la reunión que trajimos aquí, ¿no? Tuvieron los músicos el martes, tuvo Horacio González ayer, con una mesa formidable antes sobre Duchamp, y ahora cerramos con dos grandes conferencias, una de ellas a cargo de François Javier Nerat, que nos va a hablar sobre la guerra y la revolución en la Unión Soviética, y va a ser comentado por Claudio Ingelfrom, aquí a mi derecha, y por Santiago Aranguis, a la derecha de François Javier Nerat. Voy a hacer una breve presentación de François Javier Nerat, que es un catedrático importantísimo y en este sentido es un honor tenerlo aquí y contar con su generosa participación en el Museo de Arte Contemporáneo y en la Universidad de Chile. François Javier Nerat se especializa en el proceso y en la trama de la Unión Soviética durante el siglo XX, o sobre la historia o en la historia europea del siglo XX. Ha trabajado en la Universidad de Burgundí, puedo ir un poco lento, está en inglés, y ha sido profesor asistente de la Universidad de París I en el año 2012. Tiene una gran cantidad de publicaciones, entre esas, y algunos de sus publicaciones, me refiero a que tiene una gran cantidad de libros, y escribe o ha escrito artículos muy importantes sobre la historia social de la Unión Soviética durante los años 1920 y 1930 y la memoria del terror estalinista, que es un gran tema que está alojado, como sabemos, en ese periodo, o a partir de ese periodo, ¿no? Es el año 34, ¿en qué año? Stalin llega el año, claro, no, el año 22, ¿no? El año 22. Ah, sí, yo siempre pensé que Lenin había muerto en el 24. Que estaba afuera. Su último proyecto es un proyecto en torno a la consumación de la Unión Soviética, y más precisamente sobre los colectivos que se producen a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ha trabajado problemas como el de las violencias de las masas, la política como gran proyecto de memorialización. Fue formado en los estudios de la Escuela Normal Superior, y recibió un doctorado, es doctor de París I, del Panteón La Sorbona. Hecha esta breve y sintética presentación, lo vamos a dejar con François Javier Nerat. François, muchísimas gracias por estar acá realmente, y con nuestros dos comentadores, Claudio Ingelfrom y Santiago Aranguis. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí también. Merci beaucoup. Donc d'abord, je voudrais m'excuser pour ne pas parler en espagnol, ce qui est un gros défaut, mais ça ne fait pas partie des langues que j'ai le bonheur de maîtriser. Donc je remercie les organisateurs et l'Université du Chili et le Musée d'art contemporain de permettre une traduction simultanée qui va nous permettre d'échanger. Donc je suis très content d'être ici ce soir et de pouvoir discuter avec vous de cette problématique des rapports de la guerre et de la révolution en Russie,
Ça peut paraître un peu surprenant quand on célèbre le 100e anniversaire de la Révolution de 1917 de traiter cette question à travers la problématique de la guerre. Évidemment, quand on pense révolution, on pense d'abord la dimension politique et la dimension sociale. C'est évident que les révolutions de février et d'octobre 1917 marquent une rupture et politique et sociale dans l'histoire de la Russie. Mon idée, en parlant devant vous de cette histoire à travers le prisme de la guerre et de l'influence de la guerre, n'est pas évidemment de nuancer l'impact politique et social de ces révolutions de 1917. Il n'empêche qu'il me semble extrêmement difficile de comprendre la révolution bolchevique particulièrement, et de manière générale tout ce qui se passe en Russie après octobre 1917, sans réinsérer ces événements dans un continuum de guerre et de violence qui commence avec le début de la Première Guerre mondiale en 1914 et qui va s'achever en 1922 avec la fin ou la quasi-fin de la guerre civile. Cette guerre, il y a, quand je dis continuum de guerre, ça me semble important, c'est-à-dire qu'entre 1914 et 1922, l'espace russe est tout le temps en guerre. Il y a quasiment peut-être quelques semaines où on ne se bat pas sur le territoire de la Russie, mais on est tout le temps dans un affrontement armé. Et ça a des influences, je crois, sur la formation du pouvoir bolchevique, sur la mentalité des dirigeants bolcheviques. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. En tout cas, c'est la proposition que je vais vous faire ce soir, en m'inspirant des travaux de mes réflexions et des travaux d'autres historiens, et notamment d'historiens américains. Je pense ici notamment à Peter Holquist, qui est un des premiers à envisager cette guerre sur la longue durée. Ce que moi j'appellerais volontiers la guerre de 8 ans. Donc, c'est autour de cette problématique que j'ai envie de réfléchir avec vous, et j'espère qu'on aura l'occasion de débattre. Si vous n'êtes pas d'accord, Claudio pourra aussi contredire ce que j'essaie d'avancer. C'est en tout cas une proposition intellectuelle. C'est aussi paradoxal de parler de guerre quand on parle du régime bolchevique, puisque c'est un régime qui, d'abord dans son discours, passe son temps à proclamer la paix. Il y a peu de régimes au monde qui parlent autant de paix que le régime bolchevique. Le premier grand décret, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, pris dès octobre 1917, c'est le décret sur la paix. Puis, notamment toute la propagande soviétique après 1945 s'organise en permanence, et notamment pendant la guerre froide, autour de la thématique de la paix. C'est un pays qui parle sans arrêt de la paix, et en même temps, c'est un pays qui, parallèlement à ce désir de paix, cet objectif de paix proclamé, parle régulièrement de la guerre. Je pense que s'il y a aussi peu de pays où sur la longue durée, je ne vais plus parler de longue durée, mais sur la longue durée, la guerre a été présente. C'est-à-dire la guerre passée, celle après 1922, on va parler de la guerre civile comme la guerre héroïque qui a permis la fondation de l'Union soviétique. Après 1945, on va parler de la Grande Guerre patriotique de la Seconde Guerre mondiale, comme la guerre qui a refondé le système soviétique, comme la victoire sur le fascisme, et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Donc cette guerre passée, mais également la guerre à venir, la guerre qu'il faut éviter, la guerre qui menace, la guerre à laquelle il faut se préparer. Donc on a un régime qui étonnamment, qui est en tout cas de manière intéressante, mais c'est cette question de guerre et de paix au cœur de son discours politique. C'est évidemment, je le redis, pas exclusif d'autres thématiques. Je ne suis pas en train de vous dire que le régime soviétique ne pense pas le social, ne pense pas la transformation sociale, ça serait faux, mais il y a une dimension guerrière, une
me semble très important. Alors, je vais essayer de vous montrer en 3 temps, je crois. Un peu, en France, on est obligé de parler en 3 temps. Ces rapports entre guerre et révolution. En vous montrant dans un premier temps comment la guerre provoque la révolution, comment la guerre est un ferment de cette révolution. Enfin, des 2 révolutions d'ailleurs, que ce soit celle de février 1917 ou celle d'octobre. Puis dans un deuxième temps, comment la révolution provoque la guerre, puisque la révolution, la prise du pouvoir violente par les bolcheviks en octobre 1917, provoque une guerre civile qui va être extrêmement violente, extrêmement meurtrière, qui va, en termes économiques et sociaux et en termes humains, être une des pires catastrophes qu'a connu le XXe siècle russe. Même on a tendance à l'oublier aujourd'hui. Et puis dans un troisième temps, j'essaierai de vous montrer, si j'ai le temps et si je ne parle pas trop longtemps, comment la guerre sert de matrice, enfin comment la guerre donne forme finalement au pouvoir bolchevique. Comment il influence la théorie et la pratique des dirigeants bolcheviques. Alors, c'est des choses peut-être un peu connues, en tout cas, jamais de mal de les rappeler. La guerre va fragiliser le pouvoir tsariste. La guerre de 1914, mais même avant celle-là, j'évoquerai très rapidement la guerre de 1904-1905 entre la Russie et le Japon. C'est la première grande défaite de l'armée tsariste, une défaite inattendue, parce qu'on pensait par une sorte de certitude de sa force, puis probablement une sorte de racisme non dit, voire dit, la supériorité de la Russie sur cette puissance grandissante qu'était le Japon. Et une nouvelle fois, enfin, première défaite d'ailleurs, c'est pas tout à fait, parce qu'il y a la guerre de Crimée juste avant, mais une nouvelle fois, la Russie va prendre conscience de ses faiblesses. Faiblesse en termes de voies de communication, il est extrêmement difficile d'envoyer des troupes vers l'est du pays, faiblesse en termes de commandement, etc., etc. Et cette défaite, il y en a plusieurs au cours de la guerre de 1904-1905, je pense aux défaites de Mukden ou aux défaites de Tsushima, est interprétée par une partie de la population, permet à une partie de la population de critiquer le tsar. Nicolas II, il y a plusieurs moments où il va être critiqué, mais cette guerre russo-japonaise est un des moments où sa légitimité et où ses compétences, en tout cas, sont remises en question. Je vais vous citer rapidement, je ne sais pas s'il sera facile à le traduire, mais le poème d'un poète russe qui s'appelle Constantin Balmont, qui écrit un poème en 1906, je crois, qui s'appelle Notre tsar Mukden, où il associe donc dans le titre de son poème le tsar et la défaite de Mukden. Donc, qui est notre tsar Mukden, notre tsar Tsushima, 2 défaites, notre tsar, une tache sanglante, une puanteur de poudre et de fumée, etc. etc. Donc, la critique violente, qui n'est pas la seule évidemment, mais c'est un des moments où la critique violente du tsar se construit sur cette défaite. Et qui est évidemment aussi concomitante aux événements révolutionnaires de 1905. Donc, on a un premier lien, me semble-t-il, de fragilisation politique entre le tsar et la guerre. Deuxième moment qui va fragiliser, et là définitivement, si je peux me permettre l'expression, le pouvoir tsariste, c'est la Première Guerre mondiale. Alors dans un premier temps, on a une sorte d'illusion lyrique, d'union sacrée, un peu comme dans beaucoup des pays européens. Le tsar a l'impression qu'il va rassembler sa société autour de lui. Il y a beaucoup de partis politiques qui se laissent prendre par cette illusion-là. Lénine et les bolcheviks, enfin, une partie des bolcheviks étant probablement parmi les rares à ne pas rentrer dans cette logique. Mais cette illusion lyrique que lance le tsar, que
provoque le tsar. Je rappelle que c'est le moment où Saint-Pétersbourg, la capitale de la Russie, est rebaptisée Pétrograd parce que Saint-Pétersbourg, ça fait trop allemand, donc il faut qu'on retrouve des racines russes. Très vite, cette illusion va se briser. Elle se brise sur les premières défaites de l'armée russe. La grande défaite de Tannenberg, fin août 1914, c'est quelques 70 000 Russes qui sont tués, 100 000 qui sont faits prisonniers. C'est une défaite massive qui va contribuer à faire douter la population du sens de cette guerre et de la pertinence du combat et de la direction tsariste. Ces premières défaites provoquent un renouveau de la conflictualité sociale, c'est-à-dire pendant l'été 1915, les grèves, après l'été 1915, les grèves ouvrières vont reprendre de manière beaucoup plus massive. Elles s'étaient un petit peu calmées justement du fait de cette illusion, de cette union sacrée en 1914. Et par exemple, en 1916, on compte 1 million de grévistes en Russie. Donc on est de nouveau dans un mouvement social, mais qui est provoqué à la fois par le mal-être social des ouvriers, mais aussi par la manière dont la guerre est gérée par le gouvernement tsariste. Pourquoi ? Parce qu'à l'arrière, les difficultés d'approvisionnement sont très importantes, on vit mal, dans les villes on commence à avoir faim, les transports sont totalement désorganisés, la production également. Tout ça provoque une vraie défiance vis-à-vis du gouvernement du pays et vis-à-vis de la manière dont le pays est géré. Cette défiance vis-à-vis de la manière dont le pays est géré provoque une défiance vis-à-vis du régime. Pourquoi ? Parce que le tsar, Nicolas II, à partir de 1915, à partir d'août 1915, prend le commandement des armées directement et se rend à Mogilev, donc en Biélorussie, à l'ouest de la Russie, pour prendre directement les opérations en main. Ça a une double conséquence, c'est que d'abord il n'est plus à Pétrograd, il est directement responsable de la manière dont les choses se passent, et il laisse une sorte de vide du pouvoir à Pétrograd, une vide qui n'est, vous ne le savez, qui est rapidement comblée, d'abord par sa femme, la tsarine, qui a quand même des liens germaniques, on va dire, et par Rasputin. Ce pouvoir géré par la tsarine et par Rasputin, donc ce personnage un peu étrange, une image, ni je ne sais quoi, s'accompagne d'une véritable instabilité ministérielle. Les ministres changent, le gouvernement n'est pas stable, on a en quelques mois 5 ministres de l'Intérieur, 3 ministres des Affaires étrangères, 3 ministres de la guerre. Bon, tout ça mine la crédibilité du gouvernement tsariste. Et c'est la guerre qui provoque ça. Par ailleurs, se construit dans la société ce qu'on appelle une automobilisation des élites, c'est-à-dire que constatant que les choses ne fonctionnent pas par le gouvernement normal du pays, un certain nombre d'industriels, de dirigeants, de différentes institutions vont décider de prendre les choses en main eux-mêmes et vont construire une sorte d'État parallèle qui va s'occuper de gérer le pays, de gérer les commandes un peu par eux-mêmes. Et ça part d'un bon sentiment qui est de rendre service à un sentiment, d'un bon sentiment, j'en sais rien, d'un sentiment patriotique en tout cas, qui cherche à résoudre les problèmes du pays. Mais cette automobilisation des élites, finalement, la conséquence, c'est une fois de plus la décrédibilisation du gouvernement légitime. Et on voit bien comment progressivement, au cours de ces années 1916, enfin 1915-1916, le gouvernement central perd petit à petit de sa solidité. Et quand arrive la révolution de
de février-mars 1917, finalement, c'est un fruit mûr qui tombe. Et quand arrive, donc quand le tsar va abdiquer, février-mars 1917, vous avez une série de manifestations qui aboutissent in fine à l'abdication du tsar. La question qui va être posée au nouveau pouvoir russe qui se construit, qui est un double pouvoir. D'un côté, vous avez un gouvernement provisoire, enfin dans l'ordre chronologique, d'un côté, vous avez un soviet, donc une assemblée de représentants qui s'installe à Pétrograd, et puis assez rapidement un gouvernement provisoire. La question que ces gens vont avoir à se poser assez rapidement, c'est la question de la guerre. Qu'est-ce qu'on fait avec cette guerre? Guerre dont tout le monde a envie que ça s'arrête. Or, le choix qu'ils font, la première réponse qui est donnée par le soviet de Pétrograd, c'est de dire, c'est de donner un certain nombre de libertés aux soldats, c'est le fameux ordre Prikaz numéro 1, qui est la première décision du soviet de Pétrograd, qui propose l'organisation d'élections dans des comités de soldats, qui change la manière de respecter la hiérarchie militaire, qui change beaucoup de choses dans la manière de vivre la guerre. Et puis surtout, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on continue ou pas cette guerre dont tout le monde a perdu le sens. Depuis 1914, on finit par ne plus savoir pourquoi on se bat. Et beaucoup des soldats n'ont envie que d'une chose, c'est que ça s'arrête. Or, le gouvernement choisit de ne pas arrêter. Le gouvernement, soutenu en ça par la quasi-totalité des forces politiques russes, décide de continuer. Décide de continuer la guerre au nom de ce qu'ils appellent le défensisme révolutionnaire, c'est-à-dire de défendre les acquis de la révolution. En disant, si on perd cette guerre, eh bien, le tsar va être rétabli et la révolution aura échoué. Donc la seule solution possible, c'est de continuer la guerre et de la gagner. Par ailleurs, ils affirment très nettement, que ce soit Milyukov en avril ou Kerensky un peu plus tard, ils affirment très nettement la nécessité de respecter les engagements internationaux de la Russie et de continuer l'alliance qui les lie notamment à la Grande-Bretagne et à la France. Ça a une vraie conséquence. C'est ce qui, quelque part, c'est ce choix de continuer la guerre qui va faire le lit de la révolution bolchevique. Pourquoi? Parce que de la façon dont est construit le gouvernement provisoire et dont il est remanié au cours de la période entre février et octobre, la quasi-totalité des forces politiques russes sont associées à ce gouvernement. Les seuls qui restent en dehors, ce sont les bolcheviks. Donc les seuls qui ont un espace politique autour de cette question de la guerre, ce sont les bolcheviks. Et Lénine comprend ça. Lénine, j'ai mis une photo un peu provocatrice, vous ne m'en voudrez pas, mais Lénine comprend ça, et quand il revient d'exil, le 3 avril 1917, quand il arrive devant la gare de Finlande, très vite il insiste sur une chose, c'est la paix. La paix à tout prix. Il surprend d'ailleurs un certain nombre de ses camarades qui ne s'attendaient pas nécessairement à cette exigence aussi ferme, eux-mêmes étant hésitants sur rejoindre la ligne du gouvernement provisoire. Or Lénine, non. Dans les thèses d'avril, il insiste clairement sur plein de choses, mais notamment sur cette exigence absolue de paix. Il dit « Notre attitude envers la guerre, qui du côté russe et sous le nouveau gouvernement de Lvov et compagnie est incontestablement restée une guerre impérialiste de brigandage du fait du caractère capitaliste de ce gouvernement, n'admet aucune concession, si minime soit-elle, au défensisme révolutionnaire. » L'exigence de Lénine, c'est l'organisation de la propagande la plus vaste de ses vues dans l'armée active et la fraternisation. Et là, il y a quelque chose d'essentiel. Parce que Lénine, avec
avec ce positionnement politique, fait des bolcheviks quelque chose d'unique sur la scène politique russe. C'est ce positionnement qui va ramener Trotsky proche des bolcheviks, et surtout, c'est un positionnement qui va attirer à lui toute une série de soldats qui, finalement, connaissent assez peu ce que c'est que les bolcheviks. Il ne faut jamais oublier que, bon, le parti bolchevique, même si entre février et octobre 1917, le nombre d'adhérents, le nombre de sympathisants va en grandissant, c'est pas un parti de masse. C'est pas un parti de masse, et la plupart des ouvriers, des paysans soldats de l'Empire russe, ignorent à peu près tout de ce que peut être le parti bolchevique. Il n'empêche qu'ils n'ignorent pas le mot d'ordre. Ils n'ignorent pas le mot d'ordre de la paix, ce qui fait qu'on va parler, ou que certains historiens parlent d'un certain bolchevisme des tranchées, c'est-à-dire une sorte d'écho dans les tranchées chez ces paysans soldats dont le seul espoir après février c'est d'arrêter la guerre, de rentrer chez eux, de pouvoir enfin récupérer la terre, chose qu'ils attendent depuis au moins 1861 et même bien avant, et on leur dit de continuer. Et donc ils ne veulent pas continuer. Or, les seuls à leur dire on arrête, ce sont les bolcheviks. Donc, je vous rappelle, pendant la période entre février et octobre 1917, au cours de l'été 1917 et le début de l'automne 1917, il y a environ 500 000 désertions dans l'armée russe. 500 000 soldats qui arrêtent de combattre et qui rentrent chez eux pour s'occuper de la terre, prendre le contrôle de la terre. De manière parfois un peu violente d'ailleurs. Vous avez toute une série de mutineries, de violences contre les officiers qui ont lieu aussi. Donc là, en cela, je crois que Lénine a accompli quelque chose. Et c'est pas un hasard donc si le premier acte du pouvoir bolchevique, après la prise de pouvoir en octobre 1917, c'est le décret sur la paix. Bon, on pourrait dire tout ça est sympathique, voilà, le problème est résolu, ils ont promis la paix, ils prennent le pouvoir et ils vont faire la paix. Or, c'est pas ce qui se passe, vous le savez tous, je ne déflore pas le suspense, la paix promise ne va pas arriver. Ils essayent quand même, dans un premier temps, de conclure cette paix. Ça provoque d'ailleurs des débats importants au sein du parti bolchevique. Il y a des gens qui ne sont pas pour cette idée, il y en a qui veulent quand même qu'ils reprennent dans une certaine logique de défensisme révolutionnaire, cette fois-ci la défense de la révolution d'octobre, et on a à Brest-Litovsk des négociations qui vont durer, s'éterniser, puisque l'armistice est conclu au mois de décembre, et que la paix n'arrivera qu'au mois de mars. Mais Lénine, dans cette partie de l'histoire, enfin dans cette période de l'histoire, continue à insister sur la nécessité d'une paix à n'importe quelle condition. N'importe quelle condition, c'est finalement ce qu'ils obtiennent en mars 1918, parce que la paix de Brest-Litovsk est une paix extrêmement coûteuse pour la Russie, qui perd des territoires importants, qui perd, même symboliquement, beaucoup de choses. Donc, on pourrait se dire le 3 mars 1918, les choses sont réglées, mais en fait non, puisque c'est le moment où la guerre a arrêté, la victoire bolchévique est à l'origine d'un nouveau conflit. Donc, où la révolution, qui prétendait arrêter la guerre, finalement la provoque, malgré elle évidemment, mais malgré tout la provoque. Et c'est le début de toute une époque de guerre civile qui va durer donc de début 1918. Bon, après le début de la guerre civile, c'est difficile de le situer exactement, mais on va dire début 1918, jusqu'en 1921-1922. Donc finalement, la période de paix est infime. Une guerre civile que traditionnellement on présente comme un affrontement entre des Russes blancs, qui seraient donc les tsaristes contre-révolutionnaires, et les rouges, qui sont les bolcheviks révolutionnaires. Les choses sont, vous vous en doutez, un tout petit peu plus compliquées que ça. On a toute une variété de belligérants
de gens qui font la guerre. Donc les rouges, les blancs dont je vous ai parlé, mais vous avez aussi toute une partie de soldats nationalistes, d'armées nationalistes, notamment dans l'espace ukrainien. Vous avez aussi, au fur et à mesure de la guerre civile, des bandes paysannes qui s'arment pour revendiquer une certaine autonomie et en tout cas refuser le contrôle central, enfin même central, le contrôle politique en tout cas, ou le contrôle tout court. Donc des anarchistes ou semi-anarchistes comme Martno en Ukraine aussi. Donc vous avez finalement un conflit quasiment généralisé qui se traduit par une faiblesse du contrôle militaire finalement sur le territoire, à la fois local et général. Au niveau local, il y a certaines zones du sud du pays, en Ukraine, dans la partie ouest de la Russie, où le pouvoir, enfin certaines villes sont contrôlées par 8-9 fois par des partis différents. C'est-à-dire les bolcheviks arrivent, ils sont chassés par les blancs, qui sont chassés par les nationalistes, puis les bolcheviks reviennent, les blancs, enfin 9 fois de suite pendant 3 ans. Donc quelque chose qui est finalement très instable, et dont la seule chose qui, là pour le coup, me semble intéressant parce que ça va provoquer un certain nombre de choses chez les bolcheviks, c'est une faiblesse des bolcheviks. On a tendance à toujours penser a posteriori une sorte de bolchevisme fort. Ils ont pris le contrôle du pays en 1917, ils contrôlent tout. Pas du tout. Ils sont très peu nombreux, le pays est immense, les bolcheviks, il n'y en a pas partout, ils ont énormément de mal à contrôler. Et cette difficulté à contrôler le territoire provoque un regain de violence, évidemment, puisque quand on a du mal à tenir, on essaye d'obtenir les choses de manière différente. Si vous vous placez à la fin de l'année, enfin à l'automne 1919, le territoire contrôlé par les bolcheviks est un tout petit territoire à l'échelle de la Russie. C'est un territoire qui va de la banlieue nord-ouest de Petrograd à, je veux dire, une centaine de kilomètres au sud de Moscou et 200 kilomètres à l'est. C'est tout petit, c'est rien. Tout le reste est entièrement sous contrôle des ennemis des bolcheviks. Dernier ennemi des bolcheviks que j'ai oublié de mentionner, mais qui est évidemment tout à fait central, ce sont des armées étrangères. Puisque débarquent à partir du printemps 1918 des armées étrangères, américaines et britanniques dans le nord, britanniques et françaises dans le sud, japonaises et américaines à l'est, plus des Tchèques et des Slovaques qui se promènent au milieu du pays. Donc, bon, je crois qu'il faut essayer de comprendre cette immense fragilité de la Russie bolchevique qui provoque un certain nombre de pratiques violentes sur lesquelles je reviendrai, qui provoque certainement chez les bolcheviks, même s'ils ne le disent pas forcément comme ça, une peur, parce que l'enjeu pour les dirigeants bolcheviks dans cette histoire-là est quand même vital. S'ils perdent la guerre, ils ne perdent pas que la guerre. Et ça, je pense que ça joue beaucoup dans la manière dont ils vont mener cette guerre. Et puis, la peur de perdre, ou le risque d'avoir perdu, provoque probablement sur la fin de la guerre une violence décuplée. Ce qu'on va appeler la pacification, c'est-à-dire les derniers mois de la guerre entre 1921 et 1922 sont des moments d'une violence extrême. Pour manifester leur puissance, les bolcheviks ne vont pas hésiter à avoir recours à une violence très, très, très dure. On va pendre les gens, Sébastopol va être connu comme la ville des pendus. On utilise, alors c'est compliqué, mais il semble qu'on utilise relativement du gaz pour mater les dernières rébellions paysannes. Pour mater les rébellions cosaques du sud du pays, là aussi on déporte les gens, on est extrêmement violent.
une guerre civile qui marque profondément l'expérience bolchevique. Alors, elle est doublement intéressante parce que cette guerre, elle est certes une victoire des bolcheviks, elle est aussi quelque part, c'est la victoire des bolcheviks parce qu'ils sont capables d'organiser, notamment Trotsky est capable d'organiser une armée rouge efficace, ce qui n'était pas gagné d'avance. Mais c'est aussi la défaite de leurs adversaires. C'est la défaite des armées blanches, notamment, qui sont incapables de proposer autre chose qu'une contre-révolution. Une contre-révolution dont personne ne veut en Russie. Les pratiques des Blancs, très méprisantes, notamment dans le fonctionnement de l'armée, où rien n'a changé par rapport à avant 1917, fait que la population ne se soude pas autour d'eux. Et la contre-révolution blanche va finir par s'effondrer d'elle-même. C'est la défaite aussi des étrangers, puisque les étrangers sur place, au bout d'un moment, finissent par se poser la question de la raison de leur présence. Ils sont assez mal reçus. Qui on envoie là-bas? Les Français envoient des troupes supplétives. Ils ne savent pas trop qui envoyer. Au bout d'un moment, ils envoient notamment des tirailleurs sénégalais dans le sud de la Russie. Alors, si vous imaginez le débarquement de soldats noirs dans les ports du sud de la Russie, ça provoque un certain nombre de tensions regrettables probablement, mais non négligeables à ce moment-là. Et les armées étrangères qui ont fait la guerre entre 1914 et 1918, au bout d'un moment, elles ne voient plus le sens de cette présence-là. Les derniers à partir, ce sont les Japonais, en 1922, qui quittent l'Extrême-Orient soviétique. Mais finalement, leur seul intérêt aux Japonais à ce moment-là, c'est la Mandchourie, donc c'est moins intéressant. Ça, je vais passer pour me concentrer peut-être sur le dernier temps de cet exposé, et puis me laisser un peu de temps pour discuter. C'est vous montrer comment cette guerre civile que je viens de vous décrire, et cette première guerre mondiale qui la précède, donc cet ensemble que j'appelle volontiers une guerre de 8 ans, comme il y a eu la guerre de 30 ans, mais en Russie il y a la guerre de 8 ans, comment cette guerre finalement est une matrice du nouveau pouvoir bolchevique, comment elle explique un certain nombre des pratiques bolcheviques. Alors, il y a des chercheurs qui ont évidemment travaillé sur ces questions bien mieux que moi. Et je reparle ici de Peter Holquist, qui a l'un des premiers réfléchi à ça. Et Peter Holquist montre, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans un premier temps, comment un certain nombre des pratiques que traditionnellement on associe aux bolcheviques, en termes de violence, en termes de contrôle des populations, naissent bien avant octobre 1917. Et comment finalement ce sont les bolcheviks ne font que s'inscrire dans une logique qui les précède, en l'approfondissant, en l'aggravant parfois, mais en récupérant des choses qui existent déjà. Puis par ailleurs, je montrerai d'autres choses. Alors pour vous montrer ça, je vais vous montrer comment finalement tous les acteurs de cette guerre civile, qu'ils soient blancs, qu'ils soient nationalistes en Ukraine, qu'ils soient anarchistes, qu'ils soient communistes, partagent un certain nombre de pratiques. La première pratique qui est partagée par tous les acteurs de la guerre civile, c'est la violence. On a, ça me semble, il ne faut jamais oublier à quel point cette guerre civile russe a été une guerre éminemment violente. Je veux dire, ça peut sembler absurde de dire une guerre violente, parce que quelle guerre n'est pas violente, mais une guerre qui a un certain nombre de pratiques sales. Alors ça se traduit notamment par des prises d'otages, des massacres de civils, des exécutions sommaires, et qu'on retrouve qui ne sont absolument pas la prérogative absolue des bolcheviks. On va retrouver ça aussi bien dans les territoires contrôlés par les nationalistes que dans les territoires contrôlés par les blancs, que dans les territoires contrôlés par les bolcheviks.
L'organisation, alors on peut trouver, il y a eu un livre célèbre en France qui s'appelait le livre noir du communisme, dont vous avez dû entendre parler, qui a fait la liste de toutes les violences commises par les communistes, les bolcheviks, mais on peut faire le même avec les autres belligérants. Dans la prison de Ufa, en mi-avril 1919, 670 prisonniers sont passés par les armes. À Chita, c'est 350 prisonniers, bon, on peut en parler d'autres. Il y a une violence partagée. Cette violence partagée, on la retrouve aussi dans la violence antisémite. La guerre civile est le moment de l'un des plus grands massacres de juifs de l'histoire, qui a été, on oublie aujourd'hui du fait de ce qui se passe après, à partir de 1941, et l'extermination des Juifs de l'Union soviétique par les nazis, mais les pogroms ukrainiens de 1921-1922 sont des pogroms extrêmement violents. Pensez, pour ne vous citer qu'un seul exemple, au pogrom de Proskourov, qui va faire en quelques heures 1650 personnes qui sont assassinées, en 3 heures je crois. Ça n'a rien à voir avec ce que les nazis vont faire quelques années plus tard, mais c'est une immense violence. Et cette violence-là, elle est partagée par tous les acteurs, de manière inégale. Il y a des pogroms antisémites commis par à peu près tous les acteurs, même les bolcheviks. Mais les bolcheviks qui se laissent aller à ce genre d'exaction sont sévèrement punis. En revanche, dans les armées nationalistes ukrainiennes et les armées blanches, la punition est beaucoup moins évidente, et la suggestion beaucoup plus forte de la part des dirigeants. Et l'essentiel des pogroms sont commis par les armées du directoire, donc nationalistes ukrainiens. N'empêche, violence partagée. Violence partagée, je le disais tout à l'heure, à Tambov, à la fin de la guerre, quand il s'agit de liquider les bandes paysannes, qui sont révoltés contre le pouvoir soviétique, la seule solution qu'on trouve, c'est d'entourer les bois et de gazer tout le monde pour régler le problème. L'une des raisons de cette violence partagée, c'est l'acharnement, la lutte pour le pouvoir, c'est évident. C'est aussi la formation de tous ces officiers qui dirigent les différentes armées belligérantes, qui sont tous formés par les mêmes universités, les mêmes écoles militaires tsaristes. Tukhachevsky, le bolchevique et les chefs tsaristes sortent des mêmes écoles. Donc il y a là quelque chose qui... Cette violence-là, il ne faut pas la... Enfin, c'est pour ça que je m'inscris par exemple en faux contre la logique du livre noir qui en fait une spécificité bolchevique. Je crois que c'est une erreur de le dire. Au contraire, les bolcheviks s'inscrivent, ça n'enlève rien à la monstruosité de certains de leurs crimes, mais ils s'inscrivent dans une logique de plus long, plus vaste. On retrouve de la même façon toute une série de pratiques, notamment en termes de concevoir la responsabilité politique et collective de groupes et les punir ou les gérer en tout cas collectivement. Ça va devenir, on le sait par exemple, assez courant, enfin courant peut-être pas, mais en tout cas présent dans les pratiques staliniennes, qui notamment au début de la Seconde Guerre mondiale ou en 1944 va déporter des peuples entiers. Je rappelle, en 1944, la déportation des Tchétchènes, des Ingouches, des Tatars de Crimée, etc. Là encore, cette déportation de masse, elle ne naît pas avec le pouvoir bolchevique, elle naît dès le début de la Première Guerre mondiale, avec, dès 1914, des déportations, des déplacements forcés de populations qui habitent le long de la ligne de front, c'est-à-dire sur l'ouest du pays, et notamment des populations germanophones, des Allemands qui sont ainsi déplacés vers l'arrière du pays, des Juifs qui en septembre-octobre 1915, dans la province de Minsk et autour de la ville de Pskov, sont déplacés. L'état-major organise, enfin, au total on a, entre 1915 et 1917, autour de 400 000 personnes qui vont être déplacées de force. Cette pratique-là, les bolcheviks vont la reprendre après la guerre, mais encore une fois, là non plus, ils ne l'inventent pas.
mais ils la reprennent avec la décosaquisation, donc la punition collective des Cosaques dans le sud du pays, entre autres. Dernière chose qui est partagée, donc qui naît en fait avant 1917 et qui finit par devenir un trait caractéristique de la pratique bolchevique, c'est la question du rôle de l'État dans la gestion d'un certain nombre de choses. Alors, par exemple, dans la surveillance, Peter Holtquist travaille beaucoup sur cette idée-là. Par exemple, la surveillance du courrier, la surveillance de l'opinion publique, de savoir ce que pensent les gens, c'est quelque chose qui naît à partir de 1914-1915, d'abord sous le gouvernement tsariste, puis qui se répand chez l'ensemble des belligérants, que ce soit les blancs ou les rouges ou d'autres. On ouvre le courrier, on regarde ce que pensent les gens, on essaye d'adapter son action aussi à l'état d'esprit de la population. Juste un autre exemple, là pour ne pas être trop long, la question de la crise de l'alimentation, la manière dont on va gérer la crise de l'alimentation et la manière dont l'État central, le gouvernement central, va imposer sa politique aux paysans, avec la création dès le 9 mars 1917, donc peu de temps après la Révolution de février, d'un comité d'État pour le ravitaillement qui va décréter le monopole d'État sur le commerce du grain et qui va de cette façon imposer aux paysans un prix et des pratiques de réquisition. Les bolcheviks s'inscrivent dans cette logique en la renforçant et après octobre, ils mettent en place des bataillons de ravitaillement qui eux sont, vous le voyez sur la photo, armés et vont dans les campagnes saisir le grain. Donc il y a un changement qualitatif, mais structurellement on s'inscrit dans quelque chose qui, me semble-t-il, est dans une longue durée. Et vous voyez comment toutes ces pratiques qui naissent pendant la guerre civile et la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, vont informer, vont donner forme aux pratiques bolcheviques d'après 1917. Donc là, je l'ai déjà évoqué, la question de la surveillance de la population et des formes de violence, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, et qui là va définir les bolcheviks, mais qui relève de cette même logique et de l'influence de la guerre sur les pratiques bolcheviques, c'est la question dont on va mélanger politique et outils militaires. Comment un certain nombre de pratiques qui sont très directement liées à la guerre sont appliquées dans la politique. Rapidement, c'est le développement de punitions, de répression extrajudiciaire, donc expéditive, j'allais dire à la militaire, où on va mettre en place donc, cette fameuse Tchéka, commission extraordinaire de lutte contre la contre-révolution et le sabotage à partir du 20 décembre 1917, qui va avoir en quelque sorte les mains libres pour lutter contre les contre-révolutionnaires, et des pouvoirs toujours plus importants, sachant qu'au même moment, le droit de l'Empire tsariste est suspendu, et donc finalement, le caractère expéditif et efficace de la violence militaire est appliqué très concrètement dans des buts ici politiques. On va retrouver également cette violence militaire dans les opérations de pacification qui marquent la fin de la guerre, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, que ce soit en Crimée, que ce soit dans la région de Tambov contre ces paysans, ces derniers paysans révoltés autour d'Antonov en 1922, ou dans la répression de la révolte de Kronstadt, donc ces marins de Kronstadt qui, au moment du 10e congrès du Parti communiste, se révoltent contre les nouveaux maîtres bolcheviques et qui sont réprimés à la fois, et c'est ça qui m'intéresse, à la fois par des soldats de l'armée rouge. Tukhachevski, soldat, est à la tête des gens qui prennent d'assaut Kronstadt pour réprimer les marins révoltés, mais il y a aussi des délégués du 10e congrès qui viennent de Moscou pour participer à la répression. Et donc, politique et militaire sont extrêmement mêlés à ce moment-là,
il s'agit de mettre fin à la guerre, mais on met fin à la guerre avec des instruments militaires. Ça peut être enfin tout ce qui relève de la militarisation du travail, qui n'ira pas très très loin, mais que Trotsky essaye de mettre en place, enfin Trotsky et Lénine essayent de mettre en place à partir de 1920, où on a l'idée d'utiliser le fonctionnement de l'armée et d'appliquer ce fonctionnement de l'armée au monde du travail. Donc, Lénine, par exemple, en février 1920, dira « Nous avons conduit l'armée rouge à la victoire, non seulement au moyen de la propagande, mais aussi par une discipline rigoureuse, une discipline de fer. Il est indispensable d'instituer sur tous les fronts du travail ce qui a été organisé dans l'armée rouge. Il faut reporter toute l'expérience acquise lors de la création de l'armée rouge dans la sphère de l'armée des travailleurs des chemins de fer pour la porter au même niveau que l'armée rouge. » Bon, il y a une quantité comme ça, une série de tentatives de mettre en place ces armées du travail qui ne débouchent pas sur grand-chose, si ce n'est briser un certain nombre de grèves et peut-être faire naître dans l'esprit des bolcheviks l'intérêt du travail forcé qui apparaîtra quelques années plus tard avec le goulag à la fin des années 20. Donc vous voyez aussi comment finalement ces pratiques militaires influencent ou donnent forme à des pratiques politiques qui sont celles des bolcheviks. Dernière chose, et je terminerai par là pour ne pas abuser de votre patience, ce moment-là est totalement matriciel pour une génération de dirigeants bolcheviques. Pour tous les staliniens, c'est-à-dire ceux qui arrivent au pouvoir à partir de 1927-1928, ceux qui prennent, enfin ils n'arrivent pas au pouvoir, mais qui prennent le pouvoir à partir de 1927-1928, sont des gens dont l'expérience politique et militaire, enfin politique, pardon, est née au moment de la guerre civile. Un Staline, et autour de lui, tous les gens qu'il y a autour de lui, avant la guerre, bon, ce sont des militants politiques, ils parlent beaucoup, ils ne font pas grand-chose. Le moment où ils se battent à la fois pour leur survie, pour construire le pays, pour donner à manger aux villes, pour gagner la guerre, c'est la guerre civile. Le premier vrai contact avec les paysans de la plupart de ces bolcheviks, c'est la guerre civile. C'est le moment où on va dans les campagnes pour demander aux paysans « donnez-nous votre grain ». Et les paysans disent « non ». Et donc on dit quoi? On sort le fusil et on dit « tu donnes le grain ». Bon. Ça c'est fondateur. C'est fondateur parce que quelques années plus tard, en 1927-28, quand les bolcheviks staliniens vont décider de la collectivisation des campagnes et qu'ils vont être confrontés une nouvelle fois à ce refus paysan, d'abord de donner du grain, puis après de rentrer dans les kolkhozes et les sovkhozes, eh bien, ils vont avoir l'impression de rejouer ce qu'ils ont vécu en 1920, 21, 22. Et ils vont répondre de la même façon, puisqu'ils ont déjà l'expérience. Et cette façon, c'est la violence. Et la violence, c'est celle de la collectivisation, et on sait le coût qu'a eu la collectivisation pour le pays soviétique, en termes de famine, en termes de déportation, en termes d'exécution. Ce moment-là, ce moment absolument fondateur, c'est celui de la guerre civile, et pour tous les acteurs du stalinisme, en tout cas du premier stalinisme d'avant la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile est absolument centrale. Ce n'est pas pour rien qu'elle est omniprésente dans le discours, et j'en conclus par là où j'ai commencé, elle est omniprésente dans le discours public et politique stalinien. On en trouve partout, les récits de la guerre civile, l'histoire de la guerre civile, plus ou moins modifiée, mais quand même l'histoire de la guerre civile, et des films sur l'histoire de la guerre civile. Le plus grand héros du stalinisme au cinéma, c'est Tchapaïev. Tchapaïev, c'est un des combattants de la guerre civile, et en 1935, quand le film sort, il est vu par plusieurs dizaines de millions de soviétiques. Voilà, je pense que ce n'est pas un hasard. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long et trop rapide pour l'interprète.
Donc je prie de m'excuser mon débit peut-être, et je vais passer la parole à Claudio pour ses... Yo voy a hablar lentamente para que entiendas, ¿sí? Si no, yo paso francés. Bien. Bueno, en primer lugar, gracias porque es un tema complicado y pesado por lo que está en juego, ¿no? En definitiva, si hay algo que aportó, digamos, que desacreditó, ¿no? que arruinó la imagen del socialismo, no es tanto el nivel de pobreza, etcétera, porque uno puede llegar a decir que esas son etapas, sino la violencia congénita que creó una imagen muy negativa porque duró los 70 años de la historia soviética. No fueron 70 años de terror, pero sí fueron 70 años de violencia con algunos años de terror. Entonces, el problema es pesado, como decía antes, y la síntesis de François es brillante. Bien, yo en realidad tengo una sola pregunta, un solo comentario, que ya lo debes imaginar porque hemos discutido muchos años. Creo que sintetizaste muy, pero muy bien cómo la guerra debilita el aparato de gobierno y la capacidad misma de gobernar el imperio. Bien, hasta ahí seguí. Bien. Luego, la guerra es una cosa y la violencia es otra. Que si hay violencia en la guerra, pero hay violencia sin guerra. Entonces acá aparece un obstáculo a la comprensión. El problema es que la guerra es una guerra contra un enemigo exterior, es una guerra internacional. La violencia bolchevique, en la mayor parte de los casos, y más se afianza en el poder, más la violencia es interna. Entonces, la pregunta es cómo se pasa de la violencia de la guerra contra un enemigo exterior a la violencia contra el enemigo interior. Es cierto lo de las prácticas, que las prácticas de la violencia son anteriores a los bolcheviques y son generalizadas. Se ha denunciado muchas veces los campos de concentración soviéticos como siendo anteriores a los campos nazis, pero esto es como el huevo y la gallina, porque habría que ver entonces los campos de concentración que las tropas inglesas creaban en África del Sur o nuestros ejércitos franceses en el norte de África, etc. Bien. El problema que yo veo es que estas prácticas de violencia no bolcheviques eran colonialistas, eran racistas, eran de opresión de clase, es decir, nombre de valores que estaban totalmente en oposición a la ideología y a los principios del bolchevismo. Entonces ahí aparece un problema, por qué y cómo se apropia el poder bolchevique de esas prácticas que les son ideológicamente externas. Pero además hay un momento en que la guerra civil termina y la violencia sigue. Entonces, la primera pregunta que yo te haría es cómo se pasa de la influencia de las prácticas a la decisión de compartir esas prácticas.
entiendo que la decisión no siempre viene de arriba, que hay una inercia y una iniciativa de los combatientes de las bases y en los lugares donde hay conflictos que no dependen de, no esperan una orden de Moscú para fusilar, violar, etc. Entonces, ¿cuáles son esos pasajes? Y yo me aventuraría a proponerte dos, no sé qué pensás. Una tiene que ver con la ideologización de la lucha de clases. Es decir, la lucha de clases se concibe en su primera etapa como una dictadura. Sin dictadura no hay triunfo ulterior. En segundo lugar, hay una violencia del zarismo tradicional después de siglos. El campesinado ruso fue liberado de la servidumbre recién en 1861, hasta 1905 siguió prácticamente la misma situación de opresión señorial y hay que esperar 1917 para que los estamentos del antiguo régimen sean abolidos y el campesinado, los campesinos pasen a ser ciudadanos como todos los demás, teóricamente, en la práctica no. Entonces hay ese segundo elemento que es una violencia zarista. Sí, creo que nadie en la historia rusa del siglo XX podía pensar en una transición a otro sistema sin violencia. Eso es bien. Y el tercer momento creo que es la experiencia internacional. Es decir, los bolcheviques se autodenominan y están convencidos de ser los representantes de la clase obrera. La clase obrera en el mundo tenía dos experiencias de poder. Junio de 1848 en Francia, es decir, la revolución de junio, que fue masacrada por los ejércitos de la burguesía. La Comuna de París en el 71 terminó de la misma forma en mayo. Entonces, y a esto se le suma que, bueno, ya lo acabo de decir un poco, que la violencia es concebida como la forma de destruir el antiguo régimen y dar a luz al socialismo, ¿no? Eso está. Entonces, y después hay otra violencia que es cuando ya el poder soviético se instaló y después del 30-33, digamos, salvo el periodo de la guerra, pero es un poder afianzado, la violencia sigue. Bien, ahí creo que eso tiene que ver con a la vez la ideología y la práctica, es decir, si el poder soviético está convencido de tener una ciencia, la ciencia de la sociedad, del futuro, ¿no? El materialismo histórico y esas cosas, y las cosas no marchan bien, la economía no funciona, alguien tiene la culpa. Ahora, alguien tiene la culpa o bien porque no comprende la verdad científica, entonces está loco y aparecen los hospitales psiquiátricos para los disidentes, o es un saboteador y hay que fusilarlo. Entonces, bueno, creo que está clara la pregunta, ¿no? Et oui, la question de la translation, en tout cas la question de la transmission de la violence est évidemment la question la plus complexe, à laquelle il est difficile de répondre, et je pense que chacune de tes hypothèses ont une part de vérité. Ça me semble assez clair, la réaction par rapport à l'expérience passée, notamment la Commune de Paris, ça me semble assez clair là-dessus. Moi, bon, je ne suis pas un fan absolu des théories de la brutalisation, mais il me semble quand même que l'expérience de guerre de soldats, alors ça ne concerne pas évidemment les dirigeants bolcheviques qui n'ont pas vu la guerre de près, mais la guerre civile, elle va provoquer une violence sur laquelle les bolcheviques surfent, mais qui n'est pas faite directement par eux. Je pense même que le contact avec la mort de la violence de la guerre joue beaucoup dans une sorte d'insensibilisation à ce qui se passe et qui explique comment on va passer de cette violence. C'est pour ça que le continuum de la guerre, moi, me semble important. C'est pas des gens, c'est pas exactement des gens qui ont fait la guerre, après rentrent chez eux, qui au bout de quelques années, ils recommencent quelque chose. En fait, c'est les mêmes personnes. Ils rentrent de la guerre et au bout de quelques semaines, même pas, ils se retrouvent à refaire une guerre. Alors évidemment, ils ne font plus la guerre contre l'Allemand ou contre l'Autrichien, ils font la guerre contre un autre Russe,
ou un autre ukrainien, mais le pli est pris. Enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental. L'autre chose qui me semble très juste dans ce que tu dis, c'est l'incapacité des bolcheviks à accepter l'erreur, l'échec et l'erreur, le fait de se tromper. C'est quelque chose qu'ils n'y arrivent pas. Bon, évidemment, c'est fondé sur une sorte de marxisme scientifique qui fait qu'ils détiennent la vérité scientifique de ce qui se passe, et donc ils ne peuvent pas se tromper puisque c'est les lois de l'histoire. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment, et on le voit sur plein de domaines, une incapacité totale à se remettre en cause, à se remettre en question. Sur rien, même sur des choses toutes simples, sur lesquelles ça ne serait pas compliqué de le faire. Justement, quand moi j'ai travaillé, tu dois t'en rappeler, sur tout ce qui relève de la plainte, de la dénonciation, ça relève de la même logique. On s'aperçoit que ces gens sont incapables de penser l'erreur, le fait de se tromper, d'avoir fait un mauvais choix, ça arrive à tout le monde, mais eux, non. Et donc la seule manière de gérer cette contradiction-là entre la réalité la réalité, la réalité telle qu'elle existe et la réalité telle qu'ils l'imaginent, c'est le lit procus, quoi. C'est la violence, tu coupes les pieds qui dépassent. Donc là, je pense qu'il y a, évidemment, pour le coup, l'idéologie joue. Encore une fois, mon propos n'était pas de vous dire que la guerre est l'alpha et l'oméga de toute l'expérience bolchevique. C'était de vous montrer comment elle joue un rôle non négligeable, et que de penser, comme on le fait trop souvent, la révolution bolchevique uniquement en termes idéologiques, uniquement en termes économiques et sociales, c'est-à-dire la prise du pouvoir par la classe ouvrière, pour dire les choses un peu brutalement, me semble une erreur. Parce qu'on ne peut pas penser l'expérience bolchevique sans ce moment-là de violence. Tu m'avais promis des gens. François, muy interesante tu ponencia. Si Lenin hizo esfuerzos a toda costa por instalar la paz, digamos, y defendió la paz a toda costa, ¿se puede leer ese discurso como una provocación a una guerra, pensando que una guerra provoca al mismo tiempo un clima propicio para un conflicto, y ese conflicto a su vez genera un descontento social, y es, digamos, ¿no es cierto?, el prefacio a una revolución, y la revolución al mismo tiempo generó un conflicto civil? Entonces, si puedes indagar ahí, ¿no es cierto?, en, digamos, si hay diferencias entre la teoría y la práctica, y si efectivamente la posición de Lenin, insisto, que buscó o enarboló un discurso de paz, pero ese discurso de paz en realidad uno puede interpretarlo como un discurso de provocación, ¿cierto? Eso por una parte, considerando al mismo tiempo, ¿no es cierto?, esta guerra de 8 años, ¿no es cierto?, que es una guerra, entenderla como un continuo, como un proceso, ¿sí? Si el periodo 1918, 1917, 18 hasta el 22 fue una guerra civil, ¿de qué forma se podría interpretar el periodo previo? Si cabe ahí, ¿no es cierto?, un adjetivo, si cabe ahí una definición. Y comparto con Claudio ahí, ¿no es cierto?, que una cosa es la guerra interna y otra cosa es la guerra externa. Mi impresión es que los bolcheviques se sentían cómodos en un ambiente conflictivo, en un ambiente de guerra, ¿sí? Porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con distintos temas, entre ellos el control, el poder, el Estado, en fin.
Eso por una parte, y por lo otro, si considera que la fundación de la Checa en diciembre del 17 y la fundación del Ejército Rojo son los elementos fundacionales o elementos clave de la matriz de la matriz violenta de la guerra civil. Alors, savoir si les bolcheviks parlaient de paix alors qu'ils pensaient à l'intérêt de la guerre. Lénine lui-même le dit, hein, il ne s'en cache pas. Lénine est très pragmatique. Il comprend, me semble-t-il, beaucoup mieux que beaucoup des hommes politiques russes, là où est son intérêt, l'intérêt du moment, il sait saisir le moment. Et il le dit lui-même, la guerre, c'est sur la guerre, mais pareil sur la famine 1891-92, je crois que c'est celle-là qui écrit que voilà, finalement c'est bien parce que ça va permettre de fragiliser le tsarisme. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais l'idée elle est là. Donc c'est un vrai joueur d'échecs, Lénine. Donc je pense que là pour le coup on peut être d'accord avec ça. N'empêche qu'il tient ce discours de paix. Même s'il pense peut-être que ça est dans son intérêt, mais voilà, il le tient et il est obligé de le faire. Donc, c'est quand même une chose intéressante. Mais c'est vrai qu'il pense la guerre, enfin, cette idée de la guerre comme fragilisant le système tsariste, c'est quasiment une idée léniniste. Sur le discontinu, le hiatus entre la guerre vers l'extérieur et la guerre vers l'intérieur, je veux dire, il existe forcément. Puis traditionnellement, c'est la manière dont on abordait l'histoire de la guerre. Voilà. Donc il y avait la guerre de 14, ce qu'eux ils appelaient la guerre impérialiste, et puis la guerre civile. Alors ce qui me semble intéressant, c'est justement de déconstruire un peu cette chronologie-là. Alors évidemment, l'ennemi change, mais il y a un certain nombre de pratiques qui ne changent pas. Bon, ça me semble intéressant. Mais c'est vrai que de nature, ce sont évidemment deux guerres totalement différentes. Par ailleurs, que les bolcheviks se sentent je veux dire, à l'aise dans cette atmosphère conflictuelle de la guerre, c'est clair qu'ils oui, c'est le moment où toutes ces choses qui sont révélées, y compris en termes de pratiques violentes par la guerre, elles existent chez les bolcheviks. Donc c'est pas quelque chose qui apparaît, qui l'aurait imposé. Ils peuvent donner libre cours, me semble-t-il, à un certain nombre de choses. Et Lénine, il sent très bien ce genre de choses. Et à plusieurs fois, il réagit extrêmement clairement. Notamment dans les crises religieuses, anti-religieuses, il utilise le moment conflictuel pour lancer des campagnes anti-religieuses. Et soit en 19, avec ce qu'on appelle la crise des reliques, quand les bolcheviks vont aller dans les monastères russes pour ouvrir les chasses qui contiennent les momies des saints orthodoxes. Qui avaient tous lu les frères Karamazov, vous savez qu'un saint orthodoxe doit avoir un corps imputrescible. Donc les bolcheviks disent, on va les vérifier. Et ils ouvrent les chasses et ils montrent à la population qu'à l'intérieur des chasses, il n'y a rien, où il y a des os, où il y a du coton, que sais-je encore. Mais c'est aussi utiliser la situation conflictuelle de la guerre pour manifester son pouvoir, manifester qu'on a de la force. Même chose au moment de la famine de 21-22, sur la fin de la guerre civile, ils utilisent cette situation et de famine et de guerre pour taper sur l'Église orthodoxe. Donc, la guerre ne les gêne absolument pas, bien au contraire. Pour la dernière question j'espère que j'ai répondu à la question, la Tchéka et la terreur rouge, je ne serais pas aussi affirmatif. La terreur rouge, elle est
évidemment, elle contribue fortement à cette atmosphère de violence. Elle est aussi une réponse à d'autres actes de terreur. On n'est pas du tout dans la même logique que la terreur stalinienne, par exemple, qui répond à rien du tout, qui est une terreur, je veux dire, autonome. La terreur rouge, elle s'inscrit quand même, me semble-t-il, dans une logique, là, pour le coup, très conflictuelle. Donc, ça fait partie de ce moment-là. C'est une partie d'un ensemble, pas forcément la clé de voûte de l'architecture globale. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? J'aurais deux questions. Tendría dos preguntas, deux questions. La première question, c'est savoir si la semaine sanglante, ce qui se passe en Allemagne, fin 1918, début 1919, avec l'insurrection spartakiste, et la manière dont les capitalistes, moins les socialistes mettent un terme à l'expérience spartakiste, n'influence pas aussi la violence des bolcheviks, et moins leur résolution dans l'idée qu'il faut absolument gagner cette guerre civile, sinon il va se passer quelque chose avec eux. Et une seconde question, c'est à propos de l'antisémitisme. Comment on peut comprendre cette flambée d'antisémitisme en pleine guerre civile, alors qu'il y a d'autres chats à fouetter? Pourquoi les Juifs d'Ukraine redeviennent des cibles? Merci. Moi, je pense que la semaine sanglante fait probablement que renforcer les bolcheviks dans leur croyance. C'est-à-dire que ça s'inscrit, c'est une sorte de vérification par l'expérience de ce à quoi ils s'attendent. Par ailleurs, ça arrive aussi à un moment, je l'ai essayé de dire tout à l'heure, 1919, c'est le pire moment, enfin, bon là c'est fin 18, mais 1919, c'est le pire moment pour les bolcheviks. C'est le moment où c'est passé vraiment à deux doigts ils sont passés à deux doigts de perdre la guerre. Hein. Encore une fois, la puissance bolchevique ou la maîtrise bolchevique de la guerre en 18-19, elle est nulle. Elle maîtrise très peu de choses. Je n'ai pas en tête, peut-être que Claudio, tu te rappelles combien il y a de militants bolcheviques à ce moment-là. Entraban todos en esta pièce. Voilà, c'est ça. À peu près, quoi. Et ils sont en plus tous à Petrograd et un petit peu à Moscou. Et puis, voilà. Comment vous pouvez tenir un pays qui va de la Pologne à Vladivostok? Et cette sensation de fragilité, c'est quand même un grand trait permanent de la politique russe, hein, la sensation de fragilité de l'espace russe, les dirigeants russes jusqu'à Staline, ça peut paraître paradoxal, mais après la guerre, il y a aussi cette idée de la fragilité en force. Là, pour le coup, la violence, je suis assez d'accord là-dessus. Sur les pogroms, bon, c'est pas une nouveauté non plus. Hein. Il y a déjà eu des pogroms tout au long il y a des pogroms en Ukraine depuis le XVIIe siècle, l'époque d'Khmelnytsky, sans remonter au XVIIe siècle et ne pas tomber dans une explication culturaliste. Il y a en tout cas des pogroms déjà importants à la fin du XIXe, début du XXe siècle. La nouveauté ici, c'est la violence, c'est l'ampleur de la violence, le caractère, me semble-t-il, plus meurtrier, plus létal. On tue beaucoup plus qu'on casse. Avant on tuait, mais on cassait beaucoup, là on tue beaucoup. Ça s'explique par deux facteurs, me semble-t-il. Il y a un premier facteur, mais peut-être Claudio pourra me compléter. Il y a un premier facteur qui est un antisémitisme, je vais dire, de base, et qui est lié à l'arrivée. Alors, il faut savoir que les Juifs de l'Union soviétique étaient dans l'Empire russe assignés à résidence dans un territoire qui va en gros de la mer Baltique à la mer Noire et qui correspondent aux pays actuels, l'Ukraine et la Biélorussie. En gros. Et donc il n'y avait pas de Juifs ailleurs en Russie ou très peu. Avec la guerre,
il y a une sorte d'arrivée massive de Russes dans ce territoire-là, puisque c'est là où se passe la guerre, et il y a un contact entre ces soldats qui ont été biberonnés, j'allais dire, à une sorte d'antisémitisme de base, religieux, je ne sais pas quoi, et qui voient les Juifs pour la première fois. Et on voit les premiers pogroms dès 1914 suivre les lignes de chemin de fer où passent les soldats. Première chose. La deuxième chose, c'est le judéo-bolchevisme. C'est-à-dire qu'on associe les bolcheviks aux juifs, Trotsky étant l'exemple type du juif bolchevique. Et donc, quand on lutte contre les bolcheviks, eh bien, on lutte contre les juifs. D'où l'extrême violence des nationalistes ukrainiens quand ils essayent de défendre leur État contre l'armée rouge qui est présente. Et donc, on associe. Voilà, je pense que. Moi, je vois ces deux explications-là, mais peut-être que l'audio, Yo agregaría, yo puedo en español, ¿no? Yo agregaría que la primera gran campaña de pogroms a nivel del imperio, 1881-1883, está relacionada directamente con el asesinato de Alejandro II, el zar, por los populistas revolucionarios. El gobierno se encarga a través de toda la prensa del imperio de recalcar que la compañera, la pareja de uno de los que fabricaba las bombas se llamaba Gelfand, o sea, era judía, y se provoca el pogrom. Entonces, ahí el problema es que, y apunta un poco a tu pregunta, es que la actitud de los socialistas fue muy ambigua. La minoría de los grupos socialistas, justamente en Kiev, en plena Ucrania, salieron a luchar contra el pogrom. La responsable del grupo de obreros del sur, o sea, de Kiev, capital de Ucrania, cuenta que para convencer a sus militantes que el pogrom estaba mal, lo llevó a la iglesia y le preguntó al Pope si era verdad que Jesús era judío. Cuando el Pope dijo que sí, entonces los obreros decidieron no ir al pogrom porque ya se les complicaba todo el esquema. Ahora, ¿por qué hubo movimientos socialistas, círculos socialistas? No había movimientos en esa época que apoyaron los pogromes. Primero porque la ideología revolucionaria y la mentalidad antisemita tienen cruces, o sea, las mentalidades atraviesan las divisiones políticas. Se puede ser de izquierda o de derecha y ser antisemita, no hay una división ahí. Entonces, en ese sentido sí, había militantes socialistas que compartían alegremente el antisemitismo de las masas. En segundo lugar, hubo esta vez ya dirigentes del movimiento de los círculos socialistas que pensaron que se podía canalizar la violencia, o sea, que había que dejar. Era la primera vez que estallaba una violencia en la historia rusa, una violencia urbana masiva contra el zarismo. En el siglo XVII hubo un par de revueltas, pero fundamentalmente de soldados, ¿no? Pero las masas urbanas por primera vez salen a la calle en 1882. Entonces, esto pasa después de los fracasos repetidos del movimiento socialista para organizar la mínima sublevación campesina u obrera. Entonces, hay dirigentes que piensan, bueno, vamos a ir a la calle con los obreros y vamos a convencerlos de dejar de lado los barrios judíos y dirigirnos contra los palacios del gobierno, cosa que fracasa estrepitosamente, ¿no? Bueno, o sea, esas son las razones históricas por las cuales, después, claro, el movimiento socialista hizo una autocrítica muy fuerte, Lenin tenía un cuarto de sangre judía, etcétera, o sea que no prosperó, ¿no? Pero están esos antecedentes. Me parece que lo más importante es entender
que la ideología política no significa en materia de racismo una posición, ¿no? El racismo puede ser de derecha o de izquierda, etc. ¿Alguna otra pregunta? Muy breve mencionaste sobre el rol del cine y me gustaría saber el rol, porque has insistido en que era muy pequeña la población, ¿no? Donde se dio la revolución. Entonces, ¿cuál fue el rol de la propaganda y específicamente tal vez del cine? Vimos en tu presentación varios carteles rusos que sin duda sirvieron a la propaganda de la revolución. La question de la propagande est une question c'est une question à laquelle j'ai toujours du mal à répondre. Parce qu'on dispose, d'abord, oui, il y a un certain nombre d'affiches, il y a un certain nombre de... Mayakovsky notamment, enfin d'autres vont se lancer dans toute une série d'objets de propagande. Il y a un vrai effort à ce moment-là pour penser aussi la manière de rendre la propagande accessible via des dessins simples, le réinvestissement par exemple de la gravure sur bois traditionnelle qui est le Lubok. Il y a tout un effort pour penser comment aller vers les masses. Après, moi je n'arrive pas à me satisfaire d'une étude de la propagande en soi. C'est-à-dire de décrire les objets et savoir à quoi ça sert et à quoi ça... est-ce que c'est entendu, est-ce que c'est vu, est-ce que c'est écouté ou pas. Ça c'est extrêmement difficile. Par exemple, je viens de publier un livre avec des reproductions de petits... de cartes postales, de timbres de propagande, d'enveloppes, sur lesquelles on écrivait des choses pour mobiliser la population. Chaque enveloppe était... je dois pouvoir vous en montrer, si j'arrive à trouver ça. Je ne suis pas sûr, hein, je vous préviens, je ne suis pas tout à fait sûr. Bon, je vais retrouver. Chaque enveloppe était tirée par exemple à 1 million d'exemplaires. Quand vous envoyez une enveloppe avec l'idée, chaque type qui va recevoir son enveloppe, il va lire, il va voir, il va comprendre, il va être convaincu, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on en sait? Et par exemple, les enveloppes sur lesquelles il y a plus de texte sont des enveloppes qui étaient destinées aux paysans. Alors que les paysans ne savaient pas lire. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'une enveloppe comme ça? Voilà, je ne sais pas. Donc c'est toujours extrêmement difficile de travailler ces images de propagande. C'est pas ça. J'essaie de vous montrer, par exemple, vous voyez, là je vais vous montrer les enveloppes destinées aux paysans. Je vais y arriver. Bon, celle-là, elle a un peu de... Elle a une petite image, on voit qu'il parle de cochon, de porc, que le porc c'est mieux. Alors c'est des images pas de la guerre civile, hein, je suis un peu malhonnête là, parce que c'est des images de la collectivisation. Mais ils publient des idées. Pourquoi? Parce qu'au moment de la collectivisation, avant de rentrer dans les colcoses, les paysans ils tuent leur bétail. Ils ne veulent pas le collectiviser. Donc on se retrouve avec une pénurie majeure de viande et on n'a pas le temps. Parce que pour faire grandir un bœuf, il faut du temps. On n'a pas le temps. Donc ils essayent de promouvoir d'autres formes de bétail, notamment le petit bétail, poulet, machin, et le porc qui pousse un peu plus vite que le... Bon. Et là, voilà, vous avez ça. Ça, c'est adressé à celui qui donne le bétail qui amène son bétail auprès des organismes de réquisition. Et il n'y a aucun paysan qui est capable de lire enfin, aucun, j'exagère, mais quasiment aucun qui est capable de lire une enveloppe comme ça. Alors, comment on interprète la propagande? Qu'est-ce qu'on en dit? C'est pas évident. Au cinéma, de la même façon, au cinéma,
Bon, ils essayent de diffuser des choses à la campagne. Muchas gracias, François, por tu exposición. Y como yo que acá y participo mucho, me dicen que es la última pregunta. Entonces, si alguien tiene una última pregunta, yo le pasaría el micrófono. Si no es así, hago una pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? No. Bueno, entonces, muy breve, aunque no sé cómo hacerlo breve, porque fue una gran exposición con las piezas y especificidades que son propias de un historiador que se ha dedicado al problema. Pero precisamente por eso tengo algunas dudas respecto de contextualizaciones epocales, porque a pesar de que es un discurso enfocado desde la historia, hay ciertas datas, los contextos epocales que de pronto, escuchándote, a mí se me mezclaban. Eso no es porque, eso seguramente es lo que me pasó a mí con el trajín de escuchar. Entonces, una de ellas es la que se acaba de abordar, lo de los progromos, ¿no? Porque si bien es cierto que hay un racismo de izquierda y de derecha a la vez, bueno, es una hipótesis interesante, también muy compleja y admitiría ser, me parece, discutida esa hipótesis. Pero si bien si bien eso existe, en Kiev, si yo no me equivoco, el periodo de los progromos, tanto el que se inicia en 1881, Claudio lo fijaba muy bien recién, hasta lo que está ocurriendo en 1915 o 1916, abarca un periodo en el que justamente el Ejército Rojo no está todavía en el poder. Lo que hay en Kiev en ese momento es una presencia aplastante y según muchos testimonios profundamente violenta y sanguinaria del general Wrangel y su ejército blanco, ¿no? Entonces son justamente estos progromos están sucediendo o transcurriendo en zonas no liberadas, si podemos usar ese concepto todavía, por el Ejército Rojo y por los bolcheviques. Entonces yo te preguntaría, porque realmente también tengo dudas sobre esto y un historiador las podría seguramente solucionar, ¿cuál sería el corte temporal preciso que tú establecerías respecto de eso? Porque según ese corte uno podría pensar que el progromo es un problema de los bolcheviques o que no, o que es al revés, que hay una expectativa en Kiev porque entre los bolcheviques, justamente por lo que significa el peso mortífero de los progromos, ¿no? Entonces esa es una pregunta. Y tengo una segunda pregunta que se puede acoplar eventualmente a la primera y que está relacionada con lo de la propaganda. La impresión que uno tiene es que la propaganda para la que el arte se pone de alguna manera a servicio, ¿no? El arte tiene momentos muy diferentes en la Unión Soviética. En el momento que va desde 1910, donde ya está Mayakovsky pensando en el futurismo, ya está Malevich instalado en Vitebsk, ya muy pronto van a existir Einstein, Obertov, etc. Es decir, lo que representa el periodo de las vanguardias soviéticas daría la impresión de ser un concepto de lo artístico tremendamente complejo. El arte ha ejemplificado a lo largo de todo el siglo XX, incluso podríamos decir más, el arte ha protestado a lo largo de todo el siglo XX contra justamente usando el ejemplo de las vanguardias soviéticas, que no querían transferir un contenido ideológico a las masas, sino que querían sumar a las masas a una reflexión pública sobre qué significa el arte. O sea, el estatuto del arte está como una pregunta. Entonces eso cambia el problema. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con lo que va a pasar en el último periodo de Stalin, donde toda la persecución al artista formalista, como se lo llamaba, etc., ¿no? Pero me interesa esa pregunta porque
Me parece que justamente el arte soviético pensó el problema de la propaganda, pero lo pensó no como una forma de ideologizar a la masa, sino como una forma de experimentación, que luego le costó muy cara a algunos durante el periodo de Stalin. Entonces, esas dos especificaciones, ¿no?, que quería consultar, ¿cómo las ves tú? Alors, sur les pogroms, bon, je laisse à Claudio l'entière responsabilité de ce qu'il a dit. Je pense qu'effectivement, bon, blague à part, je suis assez d'accord sur le fait que le racisme et l'antisémitisme n'est pas forcément idéologiquement situé. Il reste que pendant la guerre civile, qui était l'objet de mon exposé, je regardais les chiffres là, je ne les ai plus en tête, mais les pogroms commis par les bolcheviks, c'est 3%. Donc, les pogroms de la guerre civile, donc qui n'ont pas lieu entre 15 et 17, mais entre 19 et 21, sont à 95% le fait des opposants des bolcheviks et à 80% des nationalistes. Oui, c'est vraiment la droite nationaliste qui commet les pogroms. Après, donc Alors que se opponen a la révolution. Oui, après la révolution. Mais, ouais, ça, c'est évident. Je n'ai pas dit le contraire, je ne voudrais pas qu'on ait dit le contraire. Il reste qu'il y a quand même certains pogroms qui sont commis par les bolcheviks, enfin par les bolcheviks, par l'armée rouge, mais ils sont extrêmement minoritaires et ils sont systématiquement sanctionnés. La question de l'antisémitisme, en revanche, est extrêmement complexe dans le milieu bolchevique. Là, pour le coup, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Claudio, c'est compliqué. Il y a plein de gens, et l'histoire des Juifs de l'Union soviétique est là pour montrer combien ça a été compliqué. C'est-à-dire que c'est clair que la révolution de février 1917, puis celle d'octobre 1917, correspond à une émancipation des Juifs, à leur capacité à intervenir dans l'espace public, et ils vont le faire de manière importante après, jusqu'à la grande terreur stalinienne. On sait très bien qu'une partie non négligeable de l'appareil d'État et de l'appareil policier soviétique était fait de Juifs. Bon. Mais après la guerre, on bascule dans une logique antisémite et un antisémitisme d'État de Staline, après la Seconde Guerre mondiale, qui est là pour le coup extrêmement révoltant. Donc, moi je ne pense pas qu'il y a un antisémitisme qui peut toucher les milieux bolcheviques, mais il ne faut pas le surdéterminer. Très clairement, les pogroms de cette époque-là sont des pogroms de droite et nationalistes. Sur la question de l'art, je suis moins à l'aise et moins spécialiste. C'est clair qu'il y a une volonté très nette, enfin il y a une liberté laissée à l'art dans les premières années du pouvoir bolchevique qui va durer jusqu'au début des années 30. Parce que les autorités bolcheviques, en tout cas ceux qui sont aux manettes du pouvoir dans les années 20, laissent une autonomie aux artistes. Ce qui va totalement changer par la suite. Ça me semble le fondamental de cette période. L'autonomie des artistes. Qui font de la politique, comme vous l'avez rappelé, mais qui sont autonomes. Et c'est ce que Staline, après, va complètement brider, c'est cette autonomie-là, c'est-à-dire cette possibilité de faire de l'art de la manière dont on veut, dans un but politique. On bascule, on renverse totalement la logique à partir de, suivant les domaines, soit de la fin des années 20, soit du milieu des années 30. Bueno, queríamos agradecer mucho a Juan Sosa Ariarnea por su presentación. Los queríamos invitar a un breve café. Estamos un poco contra el tiempo, pero está bien. Podemos tomar un café acá en la esquina y volvemos entonces para recibir a Octavio Alfano en la conferencia de cierre. Muchas gracias.